je suis entré dans un domaine que je ne connaissais pas. Mm. J'ai appris. Ton background, c'est un background de mine. Exactement. Et de fil en aiguille, tu te découvres cette compétence Les vendeurs. de vendeur. Il était 22 heures. Je clique sur LinkedIn. Je vois un point rouge dans la barre de messagerie. Mhm. Je clique et je vois un monsieur, Axel Perrier. Il me dit, hello Aristide, j'ai parcouru ton profil, c'est intéressant, j'ai un projet, j'aimerais en discuter avec toi. Il m'a écrit le 9 avril. Je vois le message le 26 avril. Je regarde. C'est mort. C'est mort. Est-ce que je suis le seul diplômé de Côte d'Ivoire? Il y a des gens qui ont des masters, des doctorats. J'ai raté l'opportunité. Wallahi billahi. Aujourd'hui, j'accueille un professionnel chevronné et passionné par le développement commercial et le management, Aristide Vanga. Avec plus de 12 ans d'expérience, il a construit une carrière impressionnante, alliant stratégie, leadership et innovation. Actuellement, country manager chez Auto24 Africa, Aristide pilote la croissance de la marque en Côte d'Ivoire après avoir occupé des postes clés en gestion des ventes et des opérations, notamment chez WebHelp et AC Media Group. Son parcours riche et diversifié lui a permis de développer une expertise pointue en stratégie marketing, en management d'équipe et en optimisation des performances commerciales. Avec une formation mêlant marketing et ingénierie, il allie rigueur, analytique et créativité pour relever les défis du monde des affaires. Aujourd'hui, il nous partage son expérience, ses défis et sa vision du leadership. Vous êtes bien là où il faut et ça démarre maintenant. Bonjour Aristide. Bonjour Edith. Bienvenue. Merci. C'est un plaisir de te recevoir parce qu'on va parler de quelque chose qui me passionne, en tout cas de l'une des choses qui me passionne, l'automobile, les voitures. Ouais. Tu as remarqué, hein? Oui. J'adore les voitures, j'adore tester, conduire, en général, surtout quand il n'y a pas d'embouteillage, donc les dimanches où c'est un peu plus calme et tout. Et j'aime toute l'ingénierie qu'il y a derrière. Et comme je l'ai dit en intro, tu es country manager donc, chez Auto24 Africa. Et vous, votre spécialité, c'est la vente de véhicules d'occasion. Certifiés. Parce que ça existe déjà. Les particuliers ont toujours vendu entre eux, se sont toujours échangés des véhicules, mais vous êtes venu le faire différemment. Donc, comment ça fonctionne, la vente de véhicules d'occasion concrètement? Certifié. Ça, c'est important, le label. Voilà. Alors, déjà, en Côte d'Ivoire, c'est un domaine qui existait depuis longtemps. Mm-hmm. Alors, mais ce n'était pas assez structuré. Et nous, depuis la réglementation de la limite d'âge, ça a été une opportunité pour nous. Okay. Parce que ça date de quand, la réglementation? 2018. 2018, ok. 2018. Donc, nous avons constaté que cette réglementation a beaucoup fait chuter les ventes des véhicules d'occasion. Mais nous, ça a été une opportunité pour nous parce qu'on s'est dit, alors, nous allons nous lancer dans ce domaine-là tout en respectant la limite d'âge. Donc, on se lance, on rachète des véhicules d'occasion de moins de 5 ans. Okay. Et là, à la différence des autres, nous allons mettre des garanties. Donc, c'est la différence qui a primé. Quel type de garantie vous avez réussi à mettre en place pour des véhicules d'occasion de moins de 5 ans que vous avez trouvé, que vous avez racheté sur le marché ivoirien? Exactement. Quel type de garantie vous avez mis en place? Comme tu as précisé, nous sommes sur le réseau local. Nous ne faisons pas d'importation. Ça, c'est intéressant. Voilà. Donc, les garanties, nous avons un garantisseur qui se trouve à l'international, qui nous garantit en quelque sorte les véhicules. C'est comme une assurance qui est payée sur chaque véhicule. D'accord. Donc, cela nous permet d'avoir une garantie de 6 mois. Et bien évidemment, cette année, l'année 2024, nous avons renouvelé les contrats avec l'extension de garantie de 2 ans. Ok, d'accord. Donc là, aujourd'hui, la garantie classique chez nous est de 6 mois, mais il y a possibilité de payer un peu plus pour avoir une extension de garantie de 1 ou 2 ans. Donc, ça veut dire que je vais dans le showroom d'Auto24, je vois un véhicule d'occasion qui est assez pimpant, qui est bien en forme, que l'ancien propriétaire a bien entretenu, donc qui me tape à l'œil. Oui. Et puis, je décide donc d'acheter. Et puis, ce qui est intéressant, en fait, que je trouve intéressant, c'est qu'on peut faire des trocs chez Auto24. C'est-à-dire que moi, j'ai un véhicule
qui est peut-être à 2 ans ou 3 ans, en tout cas qui est quand même dans la limite d'âge, de moins de 5 ans. Et puis, je dis, OK, on peut faire un truc. Vous essayez d'estimer combien ça peut coûter. Et moi, si je vois un véhicule, vous estimez la différence que j'ai à payer pour pouvoir avoir ce véhicule d'occasion. Exactement. Et en plus, comme tu le dis, normalement, à l'achat donc de ce véhicule d'occasion certifié, j'ai 6 mois de garantie. 6 mois. Ça, c'est... De base. C'est l'offre de base. OK. Donc, si je ne suis pas satisfaite, bien sûr, je trouve qu'il y a des petits trucs que j'ai envie de changer. Finalement, la couleur ne me plaît plus trop ou bien ce genre de choses. Je peux dire, Auto24, je suis dans ma période de garantie de 6 mois. Bon, ça se discute, hein, bien sûr. Alors, je rappelle la garantie. Je parle pour les clients. Je rappelle la garantie Auto24. La garantie Auto24 est sur des éléments clés, notamment le moteur, la boîte de transmission, la boîte de vitesse et aussi le pont. Le pont, c'est généralement sur les SUV et les pick-up. On garantit des éléments clés qui permettent à la voiture d'exister. Voilà, d'avoir une très belle allure et de se porter bien côté mécanique. Voilà. Donc, les éléments clés, comme j'avais dit, le moteur, la boîte de vitesse et le pont. D'accord. Donc, c'est nous les femmes, de temps en temps, on a envie de changer. Je dis non, finalement, la couleur ne me plaît plus et tout. Non, ça ne rentre pas dans la garantie. Non, ça ne rentre pas dans la garantie. C'est vraiment tout ce qui est moteur, boîte de vitesse et puis le pont. Exactement. Et puis, on peut étendre cette garantie à 2 ans, mais en payant un coût supplémentaire, par exemple. OK, d'accord. Donc, comme je le disais, vous vendez des véhicules d'occasion en tant qu'acteur certifié. D'une certaine manière, vous permettez à des clients qui n'ont pas forcément envie d'aller, on va dire, dans l'informel, de pouvoir avoir une structure qui est bien établie, qui est dans la réglementation, qui respecte la réglementation et qui permet de pouvoir, par exemple, acheter des véhicules de seconde main de très bonne qualité. Comment on opère dans un domaine aussi concurrentiel? C'est vrai que vous avez eu l'opportunité de la loi de 2018, mais comment on opère dans un secteur aussi concurrentiel? Comment on arrive à s'imposer? Surtout toi en tant que country manager. D'accord. Alors, juste un mot, la confiance. Ouais. Alors, avant Auto24, il y avait tellement de pack auto. Beaucoup. Tellement de pack auto. Mais force est de constater qu'il n'y avait pas de confiance. Alors, quand tu pars acheter ton véhicule sur un pack, après la décharge, c'est fini. Ouais. À 50 mètres, même pas, un peu plus moins. Hein? J'ai vécu ça 2 fois. Un peu plus moins de 50 mètres, tu constates des anomalies sur le véhicule, c'est fini. Il n'y a plus de retour. Voilà. Donc, nous avons analysé ce marché-là et nous avons essayé d'apporter cette confiance-là. Donc, la garantie, c'est l'élément clé pour apporter de la confiance. Figure-toi que tu achètes un téléphone d'une marque X dans une boutique sans garantie. Est-ce que tu pourras te sentir à l'aise? Voilà, ça crée un peu. Voilà. Donc, nous avons ramené de la confiance. Nous avons ramené de la convivialité. Voilà. Quand tu rentres chez Auto24, tu as l'impression d'être chez un concessionnaire avec l'approche client d'un dealer classique, comme on l'appelle, pack auto. Voilà. Tu verras chez Auto24, il n'y a pas de hiérarchie en tant que telle. C'est vrai, je suis le directeur général. Il y a différents managers. Voilà. Mais tu verras que le directeur est juste en bas, souvent, en train de vendre. Voilà. Cette force-là, c'est le fait que nous sommes jeunes. Voilà. Nous avons utilisé notre jeunesse au service de ce domaine-là. Donc, on essaie d'allier fun et discipline en même temps. Donc, surtout la confiance. Donc, un client qui arrive à Auto24, qui voit une jeunesse ivoirienne dynamique, en train de travailler de façon professionnelle, et en plus de ça, avec des structurations comme la garantie, comme des services de qualité au niveau de la mécanique, tu vois. Donc, ce sont des éléments clés qui rassurent le client. Voilà. Je me suis surpris de faire des ventes Auto24. Bon, je suis vendeur de base. Hein, et à la fin du parcours, le client constate que c'est moi le directeur. Voilà. Il est étonné. Il dit non, c'est mon métier de cœur. Je suis un vendeur né. Donc, je prends plaisir à faire ce que j'aime faire. Donc, ce genre d'attitude-là, ça marque les clients. Voilà. Je ne dirais pas que chez les autres, ça n'existe pas, mais je suis sûr
Et certain que ce qui a manqué aux autres, c'est juste la confiance. C'est vrai. D'installer un climat de confiance. Et ça, je pense que c'est pour ça que j'ai voulu t'inviter parce que, en tout cas, moi, ça m'a marqué. Le fait que quand tu arrives dans le hall, que tu sois là avec tes équipes, que tu sois accessible aussi. Exact. Je veux dire, c'est vrai, il y a certains directeurs qui ont une certaine attitude, qui peut parfois paraître hautaine et tout, mais tu es au cœur du système. Donc, quand on rentre, déjà, on est bien accueilli, hein, ça, je peux confirmer, café et tout ça, mais tu es là, tu es présent, tu es avec tes équipes et je confirme qu'ils sont jeunes. Ça aussi, ça m'a beaucoup marqué, de voir beaucoup de jeunes Ivoiriens dans le hall comme ça, en train de travailler, des jeunes femmes, des jeunes hommes, et même au garage aussi. Ouais. Où tu as les experts, les garagistes également. En fait, on sent qu'il y a une certaine énergie au sein de ton équipe, celle que tu manages. Donc, c'est toute cette convivialité-là qui rassure, en fait. Ouais. Et il faudrait préciser qu'à la base, je n'ai pas fait d'études dans le domaine dans lequel je travaille. Mhm. Si je veux résumer un peu mon parcours, je dirais que c'est le rêve ivoirien. Ça, on va l'explorer encore plus en détail dans la suite. C'est vrai qu'on parle de véhicules. Depuis combien de temps tu exerces au sein de cette entreprise déjà? D'accord, depuis 3 ans presque. Depuis 3 ans. Presque, voilà, 3 ans. Avant, dans cette, tu n'avais pas de, on va dire, pas de connaissances, je dirais pas de connaissances, mais est-ce que l'univers, tu t'imaginais bosser dans l'univers de l'automobile à un moment donné dans ta vie? Non, faudrait être sincère, non. Ouais. J'aimais juste les voitures, Mhm. mais de loin, Oui. pas de près. J'étais juste focus sur mes études Mhm. et à la base, je suis minier des formations. Ah, tu es minier de formation. Voilà, minier des formations, donc Ça, c'est un grand écart, hein? voilà, j'imaginais même pas travailler dans ce domaine-là. Mhm, Voilà. mhm. Mais j'ai cette aptitude-là de pouvoir vendre tout type de produits. Tout type de produits. Alors, quand je finis mes études, ma formation mine, je fais le stage au ministère des Mines, tout se passe bien. Et puis après, plus de stage. OK. Plus de stage. J'ai insisté à plusieurs reprises, les demandes par-ci par-là pour travailler dans le domaine, mais les portes étaient fermées. Ça, c'était à quelle période? C'était, disons, après les études. En quelle année? Après, ouais, après mon parcours universitaire. Mhm. En Là, quelle on année? était en 2011, je crois. 2011. OK, Voilà. d'accord. Je me lance dans la vente Mhm. des petits produits, d'abord personnels, les petits trucs rapidement au quartier. Pour gagner un peu Pour gagner un peu d'argent. d'argent, les téléphones, Tu les avais quel âge? accessoires. Là, j'avais 25, 24, 24, 25. Mhm. Voilà. Donc, pour vous gagner quelques sous. Ouais, pour te gérer un Voilà. peu. Et je suis motivé par un ami qui travaillait dans un centre commercial, je ne sais pas si je peux dire le Oui, nom, vas-y. Cap Mhm. Sud. Mhm. Voilà. Et il travaillait dans une boutique. Et je le trouvais toujours bien clean. Et je lui pose la question, bon, qu'est-ce que tu fais? Il me dit, je travaille à Cap Sud, dans une boutique, là. Et est-ce que tu peux me trouver quelque chose là-bas comme Ouais. job? Il dit, volontiers, passe-moi ton CV. Donc, il dépose. Et alors, je suis encore dans le temps d'attente. Et un jour, un mercredi, je reçois un appel d'une autre boutique, hein, pas de la même boutique. Mhm. Et je pars faire l'entretien. Et la dame me dit, tu es minier de formation, tu es un scientifique. Quand je regarde ton CV, tu sais faire que ça. Tu es Qu'est-ce qui t'amène ici? mathématiques, sciences. Mais attends, qu'est-ce que t'amènes ici? Il dit, déjà, je suis un féru de la mode. J'aime la mode. Ah, tu es un féru. Ah, mais ça, je découvre. Bon, je vois en même temps la paire de lunettes, les souliers, les chaussettes vertes. Ouais. Aujourd'hui, c'est pas rouge, je salue Stan. Chaussettes vertes assorties à la menthe. Exactement. Voilà, sur les petits détails. Ok, féru de la mode. Voilà. Donc, du coup, je dis, déjà, j'aime la mode. Mhm. Ça, c'était lors de l'entretien, j'aime la mode. Et puis, j'ai la facilité de convaincre. Ok. C'était une boutique de mode, c'est ça? Ouais, c'était une boutique de Mhm. vêtements. Il dit, la facilité de convaincre. Il dit oui. Il me dit, vends-moi un produit. Et là, je commence mon speech, sans même connaître le produit. Ah, ben dis donc. Et là, c'est-à-dire, nous étions dans un bureau vitré, et juste derrière la dame, je voyais un reflet de son patron. Ok. Voilà, que j'avais salué à l'entrée du bureau. Mhm. Et je vois le gars faire un signe comme ça.
avec le Lui-même, pouce. de l'extérieur, Voilà. il te suivait en train de vendre. Voilà, il a fait un signe et ça m'a donné de la confiance. Ouais. Je suis embauché dans cette boutique. Je commence mes débuts de la vente. On me met dans le rang des femmes. OK. Je ne m'y connais pas. Mais je suis un challenger. Je ne me décourage pas. Je commence à étudier un peu la mode côté dames, Mhm. les vêtements des dames, les tailles. Et j'étais devenu expert. C'est-à-dire, lorsqu'une cliente rentrait dans la boutique, qu'elle ne connaissait pas cette taille, il suffit simplement de la regarder et je dis, le haut du corps, c'est telle taille, le bas, c'est telle taille. Et ça matchait Et parfaitement. ça marchait parfaitement. Ah ben ça. Voilà. On peut faire même l'exercice avec toi. Le haut, tu es entre le M et le L par moment. C'est ça. Voilà. J'oxyante les deux. Voilà. M et L. Voilà. Le bas du corps, tu es entre toutes les tailles françaises. Tu utilises sur du 34, souvent le 36. Mhm. Voilà. Ouais. Tu vois. Ouais. Voilà. Donc, à force de vendre, je me suis acclimaté à ce milieu-là et j'ai beaucoup excellé. Ouais. Un jour, c'était un jour classique, hein, j'étais allé au travail et je reçois la visite d'un autre ami que je me suis fait dans la galerie. OK. Qui vient me voir, il dit, il y a une opportunité. Laquelle? Il dit, dans notre boutique. Et c'est une boutique de luxe qui vend des accessoires ici en Côte d'Ivoire. J'imagine déjà Ouais. le nom. Bon, on sait que c'est Zino. Hein. Et je soumets ma demande Mhm. et j'ai le gérant qui fait un tour de ma boutique, qui vient m'accoster, qui échange avec moi. Et on programme l'entretien à la direction générale. Et je passe l'entretien au les mêmes. Et avant même l'entretien, je reçois la visite d'une blanche OK. qui est juste venue regarder les vêtements. Mhm. Je me suis approché, échangé avec elle. Elle me dit juste, elle regarde, je lui ai dit oui. Alors, je vais vous accompagner pour, Choisir. voilà, pour regarder aussi. Mhm. Voilà. Donc, pendant qu'on échangeait, je lui faisais des propositions. Elle dit non, je n'ai pas d'argent, ce n'est pas pour acheter. Non, c'est juste des propositions. Au moins, si vous avez ça en tête, la prochaine fois, quand vous venez, vous n'avez pas à vous casser la tête. Vous savez que Aristide vous a fait telle proposition. Vous voyez. Et la dame sort de la boutique avec un achat de 504 000. Je n'ai pas oublié Alors, cette elle disait qu'elle n'avait pas d'argent Oui. et tu as. C'est un autre level. Hein. Donc, tu as réussi à la faire sortir avec des achats d'une valeur de plus de 504 000. Oui, j'ai pas oublié Femme cette aussi, somme. hein. En général, on dit ça, on n'a pas l'argent. Non, je suis venu juste regarder et tout et tout. Ben, il suffit qu'il y ait un bon vendeur, une bonne vendeuse. Et puis, on se retrouve à. Exactement. Donc, je reviens sur le gérant qui est venu me dire, bon, il a besoin de moi dans l'équipe, tout et tout. Donc, quand je n'ai pas fait l'entretien, je retrouve la même dame. À l'entretien. Oui, Ok. elle était la RH de l'entreprise en question. Donc, quand elle me voit, elle me dit, Attends. qu'est-ce que tu fais ici? Elle dit, ben, je cherche une nouvelle opportunité. C'est Et pas en vrai. s'assoit, il n'y a pas de question d'entretien, on parle du tout et de rien. Mais elle t'a vu déjà à l'œuvre. Voilà, En fait. donc à la fin, elle me dit, bon, pourquoi tu veux quitter? Il dit, j'ai besoin de nouveaux challenges Oui. et je vais grandir dans le domaine. Je me dis, ok, sans souci. Elle me pose la question de la prétention salariale, je réponds et puis paf, je suis embauché dans la nouvelle entreprise. Et là-bas, je fais aussi mon petit parcours de chemin et je commence, vu que c'est une boutique de luxe, je fais de belles rencontres. Voilà. Forcément, il y a énormément de personnes qui circulent, il y a différents profils qui circulent et tu te fais un excellent carnet d'adresses dans ce genre d'endroit. Exactement, je me suis fait vraiment de très, très bons contacts. Et après 4 ans passés dans cette entreprise-là, j'ai voulu aller voir ailleurs pour grandir encore. On va faire une pause sur la partie de la vente, du commercial, parce que ton background, c'est un background de mine. Exactement. On va revenir encore plus loin. Tu as choisi les mines parce que tu étais passionné, je dis à l'orientation, à l'université, dans tes choix de filière, tu as choisi les mines. Est-ce à dire que depuis tout petit, depuis le lycée, depuis le collège, tu te rêvais dans l'exploration minière, le pétrole, le gaz? On sait qu'il y a beaucoup d'argent, que ça fait rêver et tout. D'où ça t'est venu, cette idée de choisir comme filière
les mines depuis ton enfance, ou bien tu avais un modèle, par exemple, des parents qui travaillaient dedans pour faire ce choix, jusqu'à faire un grand écart après, plus tard? D'accord. Pour être franc, Mhm. je ne rêvais pas ce milieu. OK. Alors, je suis entré dans ce milieu juste à cause de mes performances en sciences Ouais. à l'école. Et j'ai été inspiré par un grand frère qui était dans ce domaine-là, qui avait fait les études en mine et qui faisait des stages et qui avait commencé à travailler. C'était un modèle pour C'était un toi? modèle pour moi. Et je me suis dit, vu que j'ai les mêmes capacités que lui en sciences, je fais la même filière. En fait, tu l'as fait au regard juste de tes compétences, mais au lycée, tu ne t'imaginais pas, tu n'avais pas une conviction profonde, une Non. passion profonde Non, pour les j'avais- mines, en fait. voilà, non, je ne... C'est ça les bons élèves. Vous savez que vous êtes en C, forcément, tu vas faire maths, Voilà. tu vas faire voilà, tout ce qui est lié aux sciences, en fait. Voilà, tout ce qui est lié aux sciences. Ouais. Et puis, bon, je me dis, bon, là-bas aussi, c'est la science. Et ce qui est bien aussi, il y avait la technologie qui ajoutée. Voilà, donc, je dis, bon, je vais pas explorer. Et tout se passe bien. Je réussis aux examens. J'arrive à valider mon diplôme. Et vu que, bon, c'est un petit chapitre sombre de ma vie, j'ai pas de père. Bon, mon père, il est décédé. Donc, du coup, ma mère... À la naissance, Voilà, bon, quand tu avais oui. voilà, quand j'étais un peu plus petit, Oui. ma mère qui vendait des beignets pour nous mettre à l'école ne pouvait plus payer, voilà. Le lycée ou bien Non, l'université. L'université. Voilà. Parce que C'était une là, grande école? Voilà, j'avais fait déjà l'université Cocody en CBG, Mhm. voilà, à Bobo Adjami, Oui. CBG. Et après, j'ai transité dans une grande école pour faire les mines. OK. Voilà, parce que CBG, chimie, biologie. Voilà, Exactement. chimie, géologie, biologie. Mhm. Voilà. Moi, j'étais plus passionné par la géologie que la biologie. Donc, je me suis spécialisé dans les mines MGP. MGP. Voilà. Au groupe locaux, je crois. Donc, c'est là que, à ce moment précis, ça a été un peu plus difficile pour payer Voilà. les études. Donc, après le BTS, Ouais. j'avais bien envie d'aller faire le cycle cycle ingénieur. ingénieur. Voilà, je commence la première année. La première année, tout se passe bien. Mais après, la scolarité commence à devenir trop. Là, on parle de 1,9 million à l'époque. Ouais, ça, c'était Voilà, beaucoup à l'époque. Imagine pour une dame, une maman qui vend des beignets, elle va vendre combien de galettes pour payer 1,9 million? Ouais, 1 million, ouais, chaque année et tout. Donc, j'ai vite pris conscience. J'ai dit, j'ai déjà eu un bon niveau. Je me lance sur le marché de l'emploi. Je fais des stages, ça marche. Et j'étais vraiment apprécié par mes patrons au ministère des Mines. Voilà. Le directeur Awassa, au passage, je le salue. Et là-bas, on m'appelait le DGS. Le quoi? Le DGS. Déjà, ça veut dire le directeur général des stagiaires. Ah, ça. Parce que là, c'est-à-dire, je prenais mon rôle au sérieux. Ouais. Toujours tiré à quatre épingles avec ma La mallette. mode, la mode. Ma mallette, c'est-à-dire, il n'y a rien dedans. Il n'y a que des documents, mais au moins, j'ai ça. C'est là, lui, qui comptait pour moi. C'est ça, l'apparence. Voilà, pour moi, l'habit fait le moine. Pour toi, l'habit fait le moine. Pour moi, l'habit fait le moine. Et j'étais toujours comme ça, tiré. Et j'ai commencé à avoir la sympathie de ces patrons-là. Quand le stage finit, je parlais voir, est-ce que je peux rester ici? On m'a dit, ce sont des concours. Le stage a duré combien de temps? Le stage a fait 3 mois. 3 mois. Et moi, j'ai poussé à 5 mois. Voilà. 5 mois. Et j'ai demandé aux différents patrons, j'ai bien envie de rester. Ils m'ont dit, sur des concours, donc ils vont m'aider, tout et tout. Voilà. Après... Ils n'ont plus donné suite. Bon, pas trop de motivation, tout et tout. Et puis, bon, moi, je sais rapidement lire. Oui. Voilà, donc, tu as senti que n'était pas très chaud. Voilà, c'est pas trop, vous n'êtes pas trop fatigué, trop insister, demander. Voilà, je suis pas trop comme ça. Oui. Voilà, j'aime me lancer sans trop déranger les gens. Donc là, je comprends un peu l'atmosphère et puis paf, je quitte. Et tu devais vivre, parce que tu parles de ta mère qui n'avait pas beaucoup de moyens. Voilà. Tu commences à travailler pour pouvoir toi-même générer un peu de revenus, pour pouvoir te suffire à toi-même, peut-être payer aussi un peu les cours, bien économiser. Et de fil en aiguille, tu te découvres cette compétence de vendeur qui t'ouvre un autre univers qui n'a rien à voir avec tes études en mine et géologie. Exactement. Tu fais tout ce parcours, de toute façon, on va y revenir. Est-ce qu'aujourd'hui, au regard du
du leadership que tu as dans ce domaine, qu'est la vente de voitures, de véhicules d'occasion certifiés, tout ce carnet d'adresses que tu as développé, ces compétences que tu as développées, ce statut que tu as et tout ça, est-ce que ça te manque ou bien tu te dis qu'est-ce que ça aurait donné si j'avais eu, en tout cas les patrons de l'époque, effectivement avaient tenu parole et m'avaient ouvert les voies d'un concours pour que je puisse réellement avoir un statut de travailleur au sein du ministère des Mines et tout. Est-ce que tu y penses souvent? Est-ce que tu as des regrets? Quand tu regardes ton salaire, tout ça, les avantages et tout, est-ce que tu as des regrets? Non, même pas. Je me dis que je suis croyant, je suis chrétien. Je me dis que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Oui. Voilà. Aujourd'hui, quand je regarde, je me dis, aucun regret. Imaginons que j'étais rentré au ministère. Fonctionnaire. Voilà. Non. Imaginez pas, je n'ose même pas imaginer. Voilà, je n'ose pas imaginer. Je me dis que voilà, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Voilà. Ça devait arriver, en fait. Et donc, tu es dans cette étape-là, donc, à Cap-Sud, tu fais une boutique, une deuxième boutique, où ton talent de vendeur, de commercial est apprécié. En fait, tu aimes le contact. Exactement. Tu aimes convaincre. Et tu sais que tu sais convaincre. Et tu as ce leadership-là cette manière, cette facilité de parler aux gens, l'assurance, en fait. Moi, j'ai fait un peu de commercial, mais je n'aimais pas ça. Parler, essayer de convaincre. Je n'aime pas essayer de convaincre. Donc, je m'imagine à ta place, pour toi, c'est une vraie passion qui te mène après les boutiques. C'est ta vie, en fait, c'est un mode de vie. Voilà. Qui te mène à WebHelp. Juste après. Avant WebHelp. Avant la deuxième boutique, je découvre que je suis maintenant dans un domaine que j'aime. Okay. Alors, qu'est-ce que je fais? Je prends une partie de mes économies et je pars maintenant me faire former en marketing management. Ok, d'accord. Dans une école qui était juste en face de là où je travaillais au Vallon. Ok, c'est quoi le nom? IMSO. IMSO, ok. Il suffisait de marcher à peine 5 minutes. C'était pratique, en fait, pour toi. Tu as la boutique. Après, voilà, j'étais en cours du soir là-bas. C'est ça. Et là-bas, je fais la licence. Voilà, après la licence, je dis, bon, ok, allez, je me relance encore sur le marché de l'emploi. Et de la deuxième boutique, je pars maintenant à WebHelp. Comment tu es arrivé à WebHelp? Déjà, WebHelp, c'est quoi comme entreprise? Alors, WebHelp, c'est un centre d'appel. Ok. Je me suis dit que j'ai fait le commerce B2B, j'ai fait le commerce back-office. Donc, j'avais pas encore fait... Bon, j'avais fait le commerce back-office à ces médias. Voilà. Donc, je dis maintenant, cette fois-ci, je veux faire le commerce aveugle. Alors, le commerce aveugle, c'est le monde des centres d'appel. Ah, on appelle ça commerce aveugle. Voilà, parce que là, arriver à vendre un produit sans voir le client, sans voir le produit, et arriver à convaincre le client. Ça, c'est un challenge. Donc, il me fallait compléter cette qualité-là, cette formation à mes aptitudes. Donc, il me fallait absolument compléter. Donc, je pars, je recherche un centre d'appel, tout et tout. J'ai postulé dans plusieurs centres d'appel et après, j'ai eu la réponse 2 ou 3. Et avec quelques renseignements sur les sociétés, j'ai opté pour WebHelp, qui formait très bien. Voilà. C'est à quelle période comme ça? Ils forment toujours bien. Hein. Quelle année? Là, on était en 2020. Ok, d'accord. 2018, autant pour moi, 2018. Je rentre à WebHelp, je passe par tous les niveaux. C'est quoi ces niveaux? Je commence par le bas de l'échelle, en tant que conseiller commercial. Voilà. En tant que conseiller commercial, je fais les formations pour avoir les bases du domaine. Oui. Et lorsqu'on nous met sur la production, je fais 7 mois. En 7 mois, j'ai un CDI. En 7 mois, je fais partie des meilleurs vendeurs du projet. T'es déterminé, hein? Oui, parce que j'avais un challenge personnel. Mon challenge personnel, c'était de réussir. Oui. Parce que, figure-toi, pour un orphelin qui n'a pas eu le confort d'être avec un père, qui a vu sa maman se démerder dans tous les sens, qui même, au fait, pour revenir à la base, j'ai appris à vendre avec ma mère. Ok. Tu étais à côté d'elle quand elle vendait? Elle vendait ses beignets. Elle avait deux sites. Elle vendait devant la cité où je suis né. Et après, elle partait maintenant au marché du camp militaire à Yopougon.
Ah, tu es né à Yopougon. Je suis né à Tu as Yopougon. vécu à Je suis Yopougon. natif de Yopougon. Natif de Yopougon. Yopougon la belle. On salue tous les natifs de Yopougon. Et tous ceux qui vivent là-bas. Donc, du coup, elle sort de la maison entre 6h et à partir de 10h, elle part au marché pour pouvoir, parce que là-bas, il y a un grand monde pour pouvoir vendre tous ses beignets. Et je l'accompagnais les mercredis et les samedis. Quand tu n'avais pas cours. Voilà, quand je n'avais pas cours. Et c'est là que j'ai appris à vendre. Que je la voyais négocier. Par moment qu'elle finit de vendre ses beignets, paf, elle fait le marché en même temps. Donc, quand je la vois négocier les prix des condiments, des poissons Tomates, tout ça. et j'ai commencé à apprendre comme ça avec elle. Ouais, Tu donc, étais un enfant unique? non, non, non. Vous étiez combien? 7, j'étais le Ok. 6e. 7 garçons. Non, 4 garçons, 3 filles. Waouh. Attends, Le 6e. attends. Elle est veuve. Elle a ses 7 enfants 7 enfants. à charge. Mais attends. Mais à la différence, c'est que la maison nous appartenait. Parce Oui, que, si. voilà, le Il avait père déjà avait payé acheté tout la ça. maison. Waouh. Ouais, c'était une période, bon, je ne dirais pas sombre parce qu'il a fallu ça Oui. pour faire de moi l'homme que je suis maintenant. Et puis, bon, je veux dire, vous étiez 7. Donc, dans ces moments difficiles, forcément, on grandit avec cette fraternité, frères et Exactement. sœurs. On se soutient, on ne se sent pas seul, forcément, Exactement, parce voilà. qu'on a toute la fratrie qui est là. Mais c'est vrai que c'est des difficultés. Oui, oui, difficile, absolument. Il faut payer l'école des difficile. enfants. Absolument difficile. Voilà. Wow. Mais tu vois, comme j'ai dit, c'est ce qui a forgé mon parcours. Mm. Parce que tu vois que tu n'as pas de soutien. Ouais. Tu n'as pas de soutien. Tu es presque seul au monde, en fait, d'une certaine Voilà, manière. Voilà. Tu dis, ton seul soutien, c'est ta mère. Parce qu'il y a il y a certainement les oncles, Oui. les tantes. Mais comment tu les percevais, les oncles et les Ouais, tantes? non, de façon très, très exceptionnelle. Mm. Surtout sur le net, les gens ont tendance à dire les oncles paternels ne servent à rien, mais Mm. pas moi, mes oncles paternels, ils ont joué quand même leur Leur rôle. rôle. Ils ont joué leur rôle. Mais force est de constater qu'ils ont aussi leur famille. Oui, Voilà. Ils faisaient ce qu'ils pouvaient faire. bien sûr. Voilà. Parce que Mais- souvent, en Afrique, on fait peser aussi. Les familles font peser entre elles les charges. Mm. C'est vrai que ça arrive. Il y a des situations difficiles, mais bon, avec les revenus qu'on a, c'est pas évident de C'est pas prendre évident. une autre Voilà, famille voilà. aussi en charge. Donc, des Exactement. fois, on comprend pas, mais des fois, se mettre à la place Mais de l'autre. nous, quand même, on avait cette reconnaissance vis-à-vis d'eux. Ouais. Parce que c'était pas évident. Ils faisaient ce qu'ils pouvaient Voilà, ils faisaient ce qu'ils pouvaient. C'était pas évident. Voilà. au centre On était- d'appel. Voilà, on était quand même reconnaissants. Mm. Donc, je disais que j'ai appris à vendre auprès de ma mère. Arrivé à Webep, je me fais former. Je fais partie des meilleurs. Et dans la foulée, il y a une annonce de manager OK. Au sein de Webel. au sein de Webep. Mhm. Je passe le concours. Je passe le test. Et il avait mon superviseur à l'époque, qui est très bon, je le salue, Frégis. Salut Frégis. Salut, Frégis. Et qui me forme pour le test. Et je pars au test à l'AC et je réussis. Quand je deviens manager, je continue de prendre des appels sur environ 3-4 mois. Mhm. Et je deviens maintenant manager. Et je fais des formations. Voici, je remercie cette entreprise qui m'a formé et qui m'a appris les bases du management. Ouais. Comment ça se passe? Ça se passait au quotidien? Parce que bon, c'est vrai que nous, pour le grand public, lorsqu'on appelle le SAV d'une entreprise ou le call center d'une entreprise, on ne s'imagine pas ce qui se passe à l'intérieur. Nous, on veut juste que le problème soit résolu. Tu es énervé, tu appelles, tu t'attends jusqu'à ce qu'on règle ton problème ou tu as besoin d'une solution rapide. Une journée type d'un un conseiller clientèle au sein d'un call center, comment ça se passe? Est-ce que vous avez un minimum d'appels à prendre dans la journée? Est-ce qu'il y a un maximum à ne pas dépasser? Les pauses, est-ce que vous avez des pauses qui sont suffisantes? Pas des pauses minuscules, là, juste pour prendre un truc pour avaler, puis pour vous mettre en place. Comment ça se passe une journée type pour un vendeur dans un call center? Alors déjà, pour cette entreprise, on n'opérait pas en Côte d'Ivoire. OK. On opérait en France. OK. Donc, il fallait s'adapter avec les fuseau horaire, fuseaux voilà. horaires de la France. Mhm. Donc, généralement, on commençait à 9h.
Donc, il fallait être là au bureau à 8h30. OK. 30 minutes pour échanger avec les collègues, avec le superviseur, pour donner un peu la feuille de route de la journée. Et faire aussi le récap des performances. Voilà. Et paf, à 9h, ça commence. Okay. Et entre midi et 2, nous avons une pause d'1 heure. Okay. Et après, c'est réparti jusqu'à 18h. Voilà. Wow. C'est vrai que c'est quand même pénible. Ouais. Mais lorsque tu fais ce genre de métier pour chercher de l'argent, pour gagner de l'argent, tu n'apprends rien. Tu es là pour gris-gras. Voilà. Quand tu fais pour, gagner, c'est ça. Tu es focus sur je dois gagner de l'argent, tu n'apprends rien. Ouais. Mais lorsque tu fais par amour, tu apprends tout. J'avoue que je n'avais pas une vie, j'avais pas une situation stable financièrement parlant. J'étais pas. Et les salaires ne sont pas forcément élevés aussi, les centres d'appel, voilà. C'est le système, hein, je rentre, c'est le système. Les salaires ne sont pas forcément élevés, mais je n'avais pas cette aisance financière, mais je me suis dit que voici une opportunité à saisir pour grandir. Donc, je donnais tout avec amour, j'apprenais. Il y avait des moments difficiles où je n'arrivais plus à performer, mais j'étais là. Et j'insistais. Parce qu'il y a des problèmes du quotidien. Tu es là assis en train d'essayer de convaincre une personne. Parce que ce que tu expliques, c'est que vous étiez aligné aux horaires de la France. Oui. Donc, en fait, vous étiez une société qui était externalisée. C'est-à-dire que vous répondez aux appels des clients français pour une société qui est basée en France. Yes. Mais ce n'est pas la même culture. Non, pas la même culture. Le gars, il t'appelle, il va parler dans tes oreilles. Bon. Il va choquer dans tes oreilles, il va te parler de ce que lui, il vit en ce moment en France et tout. Il va te parler mal. Il va te parler mal parce que lui, il s'attend à ce que surtout les Français sont grincheux et tout. Mais lui, il veut que son point soit résolu. Toi, tu es ici, tu te débrouilles. Tu sais pas comment tu vas rentrer à la maison. Il faudrait préciser que je n'étais pas au service client. OK. J'étais... à l'administration. Non. J'étais télévendeur. Télévendeur. Voilà. OK. Parce que le service client, c'est de recevoir des appels, traiter des besoins. Toi, tu appelles pour vendre des produits. C'était quel produit tu vendais? Je vendais des forfaits mobiles et des téléphones. Je te donne un exemple. Commerce aveugle. Tu as su un opérateur ivoirien, disons Orange. Orange. Et moi, je vends le produit de Move. Ouais. Et je dois t'appeler, toi, pour laisser Orange et venir chez Move. Ouais. C'était mon travail. Et lorsque tu achètes le forfait de Move, je te vends un téléphone. En même temps, tu dois vendre un téléphone aussi. Tu vends un téléphone. Après, je rentre dans ta maison, ce qu'on appelle rentrer dans la maison, on appelle ça la découverte. Pour dire, c'est vrai, tu as le téléphone, tu as le forfait, tu as près de 70 ou 80 gigas sur ton téléphone, mais à la maison, comment tu utilises l'Internet? Est-ce que tu as un Wi-Fi? Oui, c'est aussi Orange. Alors, il te fait à combien? On passe sur le prix, on passe sur la qualité du produit. Et j'arrive aussi à te convaincre de prendre aussi la box de Move. Donc, c'est-à-dire, je te vends le forfait qui fait une vente, je te vends la box qui fait une deuxième vente. J'ai aussi approfondi dans la découverte. Est-ce que tu es marié? Est-ce que tu as des enfants? Si oui, est-ce qu'ils utilisent aussi un forfait mobile? Si oui, je vends à toute ta famille. Oui, respect. Non, je ne peux pas faire ça. Oui, convaincre toute la journée pour prendre des forfaits. Voilà, donc c'était mon travail. Alors, je me suis dit, si j'arrive à vendre à des personnes que je ne vois pas, un produit que je ne vois pas, je le vois seulement virtuellement, mais je ne le vois pas physiquement. Mais qu'est-ce qui va m'arrêter? Qu'est-ce qui peut t'empêcher? Rien ne peut m'arrêter. Et là, il y a une bouffée d'assurance qui me remplit. Et je deviens manager et j'ai commencé à former une équipe de choc. Et c'est-à-dire, chaque mois, on me donnait une nouvelle équipe que je devais former. Soit on me gardait le socle, et on me ramenait de nouvelles personnes, soit on me changeait littéralement d'équipe, ou bien on me changeait de campagne. Alors, ce qu'on appelle les campagnes, c'est-à-dire aujourd'hui, tu vends comme les profils sur Orange, Tigre, Dauphin, je ne sais pas quoi. Voilà. On te dit, bon, aujourd'hui, toi, ce mois-ci, tu vas vendre des forfaits Tigre. Et le mois prochain, on me dit, bon, tu as trop cartonné sur Tigre. Le forfait Dauphin, ça ne marche pas trop. Allez, avec ton équipe, allez. Va le booster. Voilà. Donc, c'était ça. Tu étais payé en commission, ça veut dire que tu dépasses l'objectif. Exactement. Tu as des commissions. Voilà, j'étais payé en commission, j'avais un salaire de base et puis j'étais payé en commission. Voilà. Mais quand j'étais conseiller, j'ai gagné plus. Parce que quand tu es conseiller, plus tu vends, plus tu gagnes. Mais quand tu es manager, c'est-à-dire ton revenu dépend de ton équipe. S'il y a des leaders qui sont quand même bons dans l'équipe, tu peux t'appuyer sur eux, mais forcément, tu as des profils lourds, des profils middle. Oui, tu as des maillons faibles. Voilà, tu vois, donc ça, c'était un peu difficile. Mais
le challenge, c'est de rendre tout le monde performant. Ouais. Voilà, c'est-à-dire une équipe de 10, tu peux t'arranger à rendre 7 performants et puis 3 qui vont te pourrir un peu ta com. Mais bien sûr, parce qu'ils n'arrivent pas à suivre le rythme. Voilà. Si tu n'es pas patient, tu peux Voilà. péter un câble. Voilà. Et là-bas aussi, il y a beaucoup de patience. Tu apprends. Oui. La psychologie. Voilà. Il y a la maîtrise de soi dans les centres d'appel. Il y a la patience. Tu recevais des injures souvent. Ça, c'est rien. Bon, en fait, Quelle est la pire injure que tu as reçue dans le centre d'appel? Franchement, la vie m'a plus insulté que les hommes. Ouais. Donc, je ne sais pas quoi. Qu'est-ce qui va me faire mal? Tu nais, t'es enfant, tout se passe bien, papa, maman, et puis ton père décède. Voilà, ça, c'est une injure de la vie. Donc, qu'est-ce qu'un humain va me dire qui va me faire mal? Je suis là pour apprendre, je suis là pour me chercher. Donc, les Français, avec l'ego démesuré, excusez-moi les Français. Mais... Des fois, tu as eu des injures. Beaucoup. Mais ils ne savaient pas que toi, tu étais africain, que tu appelais d'Afrique. Non, ils pensaient que tu étais français. Voilà, ils pensaient que j'étais français, mais bon, pour la voix, tu peux. Ouais, à un moment donné, bon, l'accent ivoirien. On ne peut pas me coller cette étiquette de français. Mais je prenais cette nationalité, la Martinique. Je me disais que je suis Martiniquais. Et moi-même, au moment, je me suis oublié, je me sentais plus un Ivoirien. Tu te sentais Martinique. Non, Martiniquais. Les autres mais. Voilà. Donc, parce qu'il y a ce petit accent d'Africain qu'ils arrivent à déceler. Ouais. Non, je suis Martiniquais. Ah, Martinique, ils sont plus dociles avec ces gens-là que. Ils acceptent plus, en fait. Ils acceptent plus les Martiniquais, les gens de la Réunion que les Africains. Les Africains. Voilà. Donc, j'arrivais à rentrer dans les maisons avec mon accent martiniquais que j'avais. Tu te rappelles un peu de cet accent martiniquais, là? Bonjour, oui, j'ai un souci. Non, je veux. Non, tu m'appelles. C'est toi qui m'appelles. Appelle-moi. Bonjour, madame, je me présente. Je suis Aristide Vanga. Alors là, aujourd'hui, je vais vous présenter un produit. Voilà, donc c'était un peu quelque chose comme ça. Ouais, Voilà. ça. Voilà. Mais d'entrée de jeu, je n'affrontais pas comme ça. Je saluais de façon conviviale. Et puis, j'essayais de faire ce qu'on appelle l'accroche. OK. L'accroche. Une fois que j'ai la disponibilité, c'est-à-dire, bonjour madame, j'espère que vous allez bien. Alors, je me présente sur Aristide Vanga. Alors, j'aimerais que vous m'accordiez juste quelques secondes pour vous parler d'un produit. On te raccroche des fois beaucoup. Voilà. Oh, oui, ça c'est clair, qui va forcément vous intéresser. Voilà. Ta gueule, j'en ai pas besoin. Ça tombe comme ça dans ton oreille. Ta gueule. Donc, ta gueule, j'en ai pas besoin. Mais si 10, j'arrivais à accrocher 7. Ouais. Donc, ah ouais, c'est une bonne performance. Voilà, tu t'accroches, tu discutes, mais il n'y a pas de vente à la clé. Voilà. À la différence des autres, lorsque j'accroche, il n'y a pas de vente, je prenais le temps de discuter avec le client. Et il y avait ce qu'on appelait le rappel PES, c'est-à-dire tu peux programmer un rendez-vous avec la personne avec qui tu as bien échangé pour un autre jour. Moi, je prenais la peine de bien échanger et puis je prenais la peine de bien échanger et puis j'avais des rappels, des rendez-vous. Est-ce que tu t'es fait des amis, des contacts sûrs pendant cette période-là, parmi ces clients que tu appelais à l'aveugle? Pour des raisons de données personnelles et tout ça. On n'arrivait pas à se faire des amis. J'avais bien sympathisé avec des gens, mais ça restait juste... Mais c'est des gens très solitaires aussi, voilà. Là-bas. Voilà, oui, c'est vrai. Je me rappelle, j'avais sympathisé avec une dame qui venait à peine de perdre son mari. Oh. C'est-à-dire, je l'ai appelée au lendemain de la mort de son mari. Et elle était vraiment abattue. J'ai discuté, échangé avec la dame. Mais comme je suis un lion, j'ai fini par vendre. Ah, Aristide. Non, tu es fort. Ah oui. Non, mais là, dans la situation là. Pour discuter avec elle. Oui. J'ai compati parce que j'ai déjà vécu ça, j'ai senti ça, expliqué aussi. Tu as parlé de ton vécu. Oui, vraiment, on a beaucoup communiqué. Vraiment, j'ai apporté quand même un petit plus lors de cet instant à cette dame-là. Et puis, après, j'ai dit, vous allez vous sentir seul. Comment vous allez faire? Est-ce que vous avez au moins une box Internet pour écouter la musique? Et je pars. Regarder des films. Elle dit, oui, mais c'est Orange. Ça coûtait comme 64 €. Elle dit, oui, mais c'est un peu cher. Vous venez de perdre votre mari, les dettes, tout et tout. Alors, ce qu'on va faire, je vais vous proposer une box Bouygues Télécom. Moi, j'étais à Bouygues Télécom. Une box Bouygues qui va vous coûter 9 €. Dans ça, là, tiens. Voilà, qui va vous coûter 9 €. Normalement, la box est à 19 €. Mais la première année, vous allez l'avoir à 9 €, tout et tout. Voilà. Donc, c'est vrai, tout et tout. Paf. Il fait ma vente. La vente. Il change son téléphone, il change sa box. Moi, j'ai mon blé. Ouais, mes respects. Tu es un vendeur né. Ah oui. Et donc, tu fais tout ce parcours-là au sein de WebHelp. Ça a duré combien de temps? Ça a duré 4 ans.
4 ans, quand même, hein? 4. Ah ouais. À un moment, tu n'avais pas envie de partir Ça ou bien arrive. Ça arrive. Parce que mine de rien, c'est beaucoup de routine aussi. C'est la routine. C'est la même chose. Routine. C'est la routine. Mais comme je dis, c'est quand tu es motivé par d'autres choses qui ne sont pas... Tu as une vision aussi. Tu as une vision, tu Ouais. focus. J'avais une phrase que je disais chaque matin à 8h30 à mes collaborateurs. Mhm. Nous sommes en Égypte et bientôt nous allons aller à Canaan. Ouais. C'était juste ma phrase. Chaque matin. L'espoir. Nous sommes en Égypte et bientôt nous allons aller à Canaan. Chaque matin, quand je finis de faire mon brief, j'ai terminé avec cette phrase. Et c'était devenu comme un slogan. Quand j'ai dit nous sommes, et c'est Il continuait la phrase. En Égypte bientôt, j'avais l'espoir. Parce que j'étais sûr et certain que ce sacrifice-là allait payer. Ce voyage périlleux, difficile, un jour allait aboutir vers un horizon, un paradis. Et tu fais ces 4 années chez WebHelp. Et à quel moment tu bascules? Déjà, à cette période, tu étais toujours chez ta mère ou tu étais déjà autonome tu vivais toi-même chez toi et tout? Dans les 2 premières années. Mais tu économisais pour vivre chez toi après? Alors, non, déjà, quand j'étais à Zino, je vivais chez moi. Ok. Et après, j'ai eu une période quand même sombre de ma vie où j'avais tout perdu. Donc, j'étais revenu dans la maison familiale. J'ai dû faire quand même 3 ans. Ah, quand même. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, là, j'avais vraiment tout perdu. Quoi, toutes tes économies? Tout. Économie, travail. Tu avais fait un mauvais investissement? Voilà. C'est-à-dire, après Zino, quand j'ai fini, j'ai quand même investi dans mes études. Oui. Quand je finis en marketing management, je me dis que bon, je peux avoir maintenant un autre boulot plus intéressant, vu que maintenant, j'ai payé une formation en management tout et tout. Donc, c'était entre la fin de mon parcours à Zino et le commencement à WebHelp. Donc, il y avait une période. Un creux. Voilà. Donc, là, cette période-là, c'était une période sombre de ma vie où j'étais dans mon petit studio de 45 000 à Zito, Yopougon. Oui, oui. Et j'avais plus de travail. C'était la période de chômage. Voilà, chômage. Et puis, il y a mon petit frère, père son âme, Michel Vanga, qui est décédé l'année dernière, en avril, qui m'a beaucoup soutenu à cette période-là, qui me payait le loyer. Et ça m'a vraiment touché. Voyons un amour venant d'un petit frère qui s'est pas dit que oh, c'est mon grand frère, il sera ma charge, tout et tout. Quand je l'appelle Michel, il dit t'inquiète. Il était toujours prêt. Il était toujours prêt. Et toujours jovial, toujours heureux. Et j'ai beaucoup appris de mon petit frère. Il m'a boosté. Et c'est cette force mentale-là, ce soutien-là, qui m'a emmené à WebHelp. Et c'est-à-dire, quelle que soit la difficulté que j'avais, je me dis que j'ai une famille qui compte sur toi, compte sur moi, qui me booste. Et c'est comme si j'avais intérêt à réussir pour être reconnaissant envers mon petit frère. Vous étiez très, très proche, toi et ton petit frère? Oui, très proche. Il était gendarme. Ah. Il était gendarme. Donc, du coup, dans les 2 premières années à WebHelp, j'étais chez ma mère. Et après, à WebHelp, je me fais un petit paquet d'argent, tout et tout. Et puis, je me prends une nouvelle maison aux 2 plateaux. Aux 2 plateaux. Ah, tu as quitté Yopougon, hein? Voilà. 2 plateaux. Voilà, c'était proche aussi du boulot? Non, c'était pas proche du boulot. C'était pas proche du boulot. C'était ma vision. Ok. C'est-à-dire, j'ai tracé mon chemin. Tu l'as écrit. Voilà, j'ai écrit mon chemin. Et j'étais focus. Je me suis dit, personne ne peut me faire échouer. Personne ne peut me faire changer de route. Tu te disais que tu n'avais pas le droit d'échouer. Je n'avais pas le droit d'échouer. J'étais vraiment déterminé. Aux 2 plateaux, le studio faisait 100 000 francs. Ah, c'est carrément même pas le triple du loyer d'Azito, de Yopougon. J'étais payé à 200 000 francs. Ah ouais. Alors, pour quelqu'un qui écoute cette histoire, il dira il vivait au-dessus de ses moyens. C'est la vision. Comment tu faisais? Alors, parce que tes charges, ton transport, le loyer, et comment tu faisais? Et puis bon, à cette époque, je suppose que tu avais une chérie. Non. À WebHelp. Non. Tu n'avais pas de chérie. Voilà, tu t'es concentré. Voilà, c'était une période où j'étais seul. Voilà.
Pour être vrai, il y avait quelques aventures, mais ce n'était pas des relations. Donc, j'étais seul. Donc, du coup, il n'y avait pas de charge de m'occuper de qui que ce soit. Voilà. J'ai bien évidemment des enfants. J'avais 2 enfants. Donc, c'était plus les enfants. Oui. Et puis moi, c'était, comme on le dit, du cherchement. Alors, comment j'arrivais à survivre? Je suis vendonné. Je vends des produits que je ne vois pas, aux personnes que je ne vois pas. Oui. Mais je suis dans un pays où je vois tout le monde. Oui. Alors, je pars à Djamé, j'achète des parfums à hauteur de 4 000 ou 5 000 francs. Je reviens au bureau et je propose à mes collègues à crédit. Edith, tu vas bien, quand je te vois vraiment, tu as un truc que tu dégages, mais que ça va plus matcher avec quelque chose. C'est quoi? Alors, c'est ce parfum. Oui. Tu vois un peu, tu n'as pas besoin de payer. Je t'offre ce parfum, mais tu me payes à la fin du mois. Et les gens, ils étaient réglo, ils te payaient à la fin du mois. Oui. En tout cas, mes collègues, il n'y a pas eu de malhonnête. Ils étaient réglo. Et les parfums coûtaient entre 15 000 et 20 000 francs. Ça coûtait entre 15 000 et 20 000 francs. J'achetais à 4 000, 5 000. Et tu revendais? Je revendais entre 15 000 et 20 000 francs à crédit. Bonne plus-value, hein? Je me prends 20 parfums avec le salaire que je gagne. C'est-à-dire, quand je paye mon loyer, il y a 100 000 francs qui restent. Je vais essayer d'envoyer 50 000 francs à la mère de mes enfants pour gérer. Et puis maintenant, les 50 000 francs restants, je fais mon petit achat de 20 parfums, tu vois un peu. Et il y a d'autres qui payaient cash en même temps. Ouais. Donc, ça me permet de faire le transport. Et puis, le transport, ce n'était pas compliqué. Il y avait le bus, il y avait le Warren, il y avait... Bon, ouais, tranquille, tu décomposais. Ouais, et puis, ce qui est bien, c'est que l'entreprise avait un car de retour le soir, donc ce n'était pas compliqué. Donc, si je prends un aller 200 en bus... En plus, tu es célibataire à la maison, tu fais ta petite nourriture. J'ai quoi à prouver. Ouais. Donc, souvent, c'était les Warren, souvent, c'était les bus. En tout cas, tout ce que je trouvais qui pouvait m'envoyer au travail, il n'y avait pas de problème. Donc, en fait, tu ne vivais pas au-dessus de tes moyens parce que même pas. Tu ne cherchais pas à impressionner des personnes, d'autres membres de ta famille, ou bien des collègues et tout. Tout se passait ici. Tu ne vivais pas à crédit. Tout se passait ici. Ouais. Tu veux vivre la vie d'une personne accomplie, il y a des manières de faire. Il y a des aptitudes à avoir. Il y a des lieux d'habitation. Il y a des personnes que tu dois rencontrer dans ton cercle. Et ça, c'était ma vision. Donc, c'est-à-dire, tout était calculé. Donc, quand la fin du mois arrivait et que mes créanciers me payaient, ça me permettait... Tes débiteurs. Voilà, mes débiteurs, autant pour moi, mes créanciers, voilà. Mais me payaient. Ça me permettait maintenant d'anticiper sur les mois à venir par rapport à mes enfants, par rapport à mes charges. Parce que mon salaire était pour mon loyer et pour mes factures. C'est comme ça que je faisais. Donc, chaque mois, il y avait de l'avance. Et il m'arrivait en 2000, c'était en 2020, je crois. J'ai eu mon plus gros pic en termes de vente de parfums, il était à 900 000. Ah ouais. 900 000. Tu vois, je veux dire, à un moment, tu pouvais te dire, je peux ouvrir même une boutique, en fait. Après, c'est des charges, hein, mais tu vendais bien, en fait. Je vendais bien, voilà. Donc, ça me permettait quand même de bien m'organiser, de vivre. Donc, c'était une période quand même intéressante pour moi. Tu as beaucoup appris dans ce commerce à l'aveugle au sein de cette entreprise, de ce call center et tout. Tu arrives toi-même à te gérer au regard de ta vision, de là où tu voulais aller, à vivre selon tes moyens et à tenir. Et tu as forcément une autre opportunité qui se présente après WebHelp. Comment ça s'est passé? Alors, l'opportunité qui s'est présentée à moi, c'est basée sur mes compétences acquises à WebHelp. Je me suis inscrit sur LinkedIn. OK. Ah, tu t'es pas encore inscrit sur LinkedIn, hein? C'est à WebHelp que je me suis inscrit sur LinkedIn. OK. Mais ce n'était pas mon réseau phare. Hein. Ouais. Voilà. Là-bas, c'est froid, LinkedIn, voilà. tu vois. Je lisais quelques articles. Des articles? Oui, je suis là. C'était moi. Quelques articles de part et d'autre. Et puis, quand même, j'avais mon profil. Je ne partais pas trop sur LinkedIn. Mais j'avais quand même mon profil LinkedIn. Pour moi, c'était quand même intéressant. Oui, c'est important d'avoir une présence numérique, hein, juste pour être là. Parce que là, en fonction de ma vision, de mes objectifs, il me dit que bon, ça c'est bien. Et c'est un ami qui m'a parlé, il dit, mais voilà, il y a LinkedIn, si tu cherches des opportunités, crée. Il dit, OK, il m'explique le concept. Il dit, c'est bien, ça match. Et je crée, je parcours le réseau, je commence à aimer. Et un jour, je suis sur LinkedIn, on me propose un badge, Open to Work. Open to Work, OK.
C'est un badge vert sur Oui, je vois. Tour. Je mets le badge. Et là, je continue mes petites balades sur LinkedIn. Et puis après, je ne visitais pas trop ce réseau. Un jour, je suis dans mon studio. C'était tellement grand que j'avais divisé en chambre-salon. Je suis assis dans mon salon, qui était quand même bien aménagé. J'aime bien plein de choses. Mais tu as du goût, quand même. Tu aimes la mode. Je suis assis devant la télévision. Et je dis... moi, j'ai une pratique. Si souvent tu me vois d'une pièce seule, tu as dit, ah, lui, il y a un truc qui ne tourne pas rond chez lui. Oui, j'entends de prier. Je parle seul, mais je parle à mon Dieu. Ouais. Seigneur, j'ai fait ma part. J'ai quitté la maison de mon père. Là, je suis là. J'ai fait ce que je pouvais. J'ai payé la maison sur 2-3 mois. Mais quand je vois dans les mois à venir ce qui va se passer, je n'arrive pas. Je ne pourrai pas tenir. Ouais. Parce que je suis dans un sec. Déjà, le call center, ce n'est pas très bien rémunéré. Imagine, tu as un collègue qui achète un parfait de 15 000 francs le mois de janvier. Est-ce qu'il pourra acheter un parfait de 15 000 francs en février? Non. Il ne pourra pas. Donc, quand je finis c'est-à-dire, quand je te vends ce mois-ci, je viens te proposer quand tu ne peux pas, mais déjà, je sais que... Oui, et puis tu sais, tu sais que s'il a terminé le parfum, donc, tout ça. Je sais que tu ne pourras pas, donc je propose à d'autres personnes. Par exemple, laquelle il prenait juste une petite quantité de vin. Ouais. Voilà, pour ne pas... Voilà. Donc je suis là, je parle à Dieu. Les mois à venir, ça sera un peu compliqué. J'ai pas de visibilité. Je n'ai pas de visibilité. Mes collègues, je sais que c'est un peu compliqué pour eux aussi. Ouais. Là, je ne peux plus. Aide-moi. Je dis, je parle seul, mais je sais à qui je parle. Ouais. En ce moment-là, je n'étais pas très fervent. J'étais croyant, je n'étais pas fervent. Tu n'étais pas pratiquant. J'étais pratiquant. Tu allais quand même un peu à l'église. J'étais pratiquant à 60%. Ok, d'accord. À 60%, je savais ce que je faisais. Mais lorsque il s'est manifesté, là, c'est passé à 100%. Mais regarde comme il s'est manifesté. Donc, je finis de faire cette petite causerie avec le Créateur. Et il me dit clairement, allez, va sur LinkedIn. Je te dis, il a dit audiblement, va sur LinkedIn. Il était 22h, c'est-à-dire presque 23h. Je clique sur LinkedIn, je vois un point rouge dans la barre de messagerie. Je clique et je vois un monsieur, Axel Perrier, mon boss d'aujourd'hui. Le boss de Auto24. C'est le PDG d'Auto24. Alors, je vois Axel Perrier qui me dit, hello Aristide, j'ai parcouru ton profil, c'est intéressant, j'ai un projet, j'aimerais en discuter avec toi. Attends, vous étiez déjà abonnés l'un à l'autre ou bien je sais pas. Tu ne le connaissais pas même d'avant? Je ne le connaissais pas. Je pense que j'avais vu 2 ou 3 publications d'Axel sur LinkedIn avec les statistiques. Il partage les statistiques et tout ça. L'Afrique, oui. Voilà. Bon, je parcourais ça rapidement. Vite fait, quoi. Voilà. Mais quand je vois le monsieur m'écrire, il dit, c'est pas le monsieur des statistiques qui veut les statistiques. Il m'a écrit le 9 avril. À quelle année? 2022. Je vois le message le 26 avril. Ah, il a écrit le 9 avril? Il m'a écrit le 9 avril. Je vois le message le 26 avril. Il sait que tu n'étais pas constant sur LinkedIn. Comme je dis, je n'étais pas constant. Vite fait. Donc, c'est juste après la communication avec le client. Là, tu stresses maintenant, tu dis. Je regarde. C'est mort. C'est mort. Est-ce que je suis le seul diplômé du Côte d'Ivoire? Wallahi billahi. En plus, il y a des gens qui ont des masters, des doctorats. J'ai raté l'opportunité de ma vie. Mais je suis un guerrier. Il dit non, il ne me laisse pas faire. Je tente quand même le tout pour le tout. J'écris au monsieur. Il dit, désolé, j'étais dans une période sombre et j'avais perdu ma soeur entre-temps dans cette période. Je suis en deuil, tout et tout. Donc, raison pour laquelle je n'ai pas vu le message. Il répond automatiquement. Il faudrait préciser qu'il était en Australie. Il se fait tard chez nous. Il fait jour là-bas. Donc, il répond. Et le lendemain, le 10, il m'appelle. Il demande mon numéro, il me donne son numéro, il m'appelle sur WhatsApp. Et c'est comme ça. Il m'explique le projet Auto24. Je t'avoue, je ne suis pas de l'automobile. Il m'explique un projet d'automobile. J'étais flou. Je voyais que du feu. Mais tu es un vendeur né. Je ne comprenais rien dans ce qu'il disait. Oui, on va faire ci, on va faire ça. Ok. Mais dans ma tête, je dis, peu importe l'opportunité, j'apprends. Parce que je suis comme un lézard. Je m'adapte au milieu. Comme un caméléon. Voilà, comme un caméléon. Bon, c'est la famille des lézards, comme un caméléon. Voilà.
Un caméléon. Parce que aussi un magua, c'est un lézard. Mais il ne change pas de couleur. Il Comme un rentre caméléon. partout. Comme un caméléon. Tu me mets dans la forêt, je suis vert. Ouais. Tu me mets dans le désert, je suis couleur sabre façon. Voilà. Donc, il me parle. Au début, je ne comprends pas. Je ne comprenais pas, en toute sincérité. Il m'explique. Ok. Il sait que c'est juste pour vendre des voitures. Je ne sais pas vendre des voitures. Je ne connais pas le domaine. On discute côté rémunération. Ah, le point essentiel. C'était way more plus important que le call center. C'est pas le même niveau. Le jour et la nuit. C'est pas le même niveau. Donc là, lorsqu'on finit de discuter, tout et tout, 3 jours d'affilée, d'entretien en même temps, tout et tout, hein, il m'envoie de l'argent pour, pour chercher déjà un site. Et je me balade un peu. Et j'ai contacté des gens sur Facebook, les démarcheurs, s'ils peuvent m'aider à trouver un local, tout et tout. Et là, je trouve un ancien collègue qui était à WebUp, qui est aussi dans l'immobilier, qui me dit « Ah, Aristide, j'ai vu ton post sur Facebook, j'ai vu que tu cherches un local. Ça tombe bien, j'ai un local en zone 3. On peut visiter. » On peut visiter. C'est un local d'une ancienne entreprise, Fed Milk, je crois, qui était vraiment tombé en ruine. Et je vois que... Moi, c'est-à-dire, j'ai vu l'accessibilité du bureau. Oui. C'est à côté de Solibra, là, c'est le même alignement. Ouais, exactement. Et puis, j'ai vu l'immensité de ce local-là. En même temps qu'il y a un grand garage, en même temps des bureaux. Donc, je lui dis, OK, j'ai trouvé quelque chose, tout et tout. Il vient en Côte d'Ivoire, on se rencontre, il voit, il n'est pas trop chaud. Il dit, ça va prendre du temps pour rénover, tout et tout. Il dit, non, ce coin-là, c'est un endroit qui est très bien, c'est bien situé. Donc, tu vois, avec l'entrepreneur, on va être vraiment exigeant pour avoir un coût de délai de traitement. Voilà. Donc, on prend 2 mois de rénovation et puis ça donne le bureau que tu vois aujourd'hui. Ça a été rapide, 2 mois, parce que c'est quand même immense. C'est plusieurs niveaux. Exactement. On a poussé, même les dimanches, ça travaillait. Et moi, j'étais là-bas pour superviser tout ça, même les dimanches nuit. Ouais. Voilà. Donc, et c'est comme ça que il m'explique le projet, il m'envoie de l'argent, je pars trouver le local, il vient à Abidjan, on fait connaissance, il m'explique le projet, tout et tout. Et puis, petit à petit, il commence à prendre goût. Ouais. Je fais le recrutement. C'est vrai, c'est ça, parce que c'est toi qui as fait les recrutements. Presque. Une partie, oui. Il a fait quelques recrutements, mais j'ai fait, disons, à 70% le recrutement. J'ai fait le recrutement et je me dis quoi? Ah ouais, Bep, ce que j'ai appris, c'était quoi? De mélanger sérieux et fun. Donc, je prends quelques collègues de WebUp qui étaient quand même bien. Voilà. Et puis, l'esprit WebUp nous a suivis, c'est-à-dire sérieux et fun. Voilà. Là-bas, ils avaient un management qui était quand même innovateur, qu'on ne voyait pas dans les autres entreprises. C'était quel style de management quand tu essaies de... Très relax. Hein. Très relax. Voilà, tu vois le DG qui... C'est horizontal, en fait. C'est-à-dire que tout le monde peut toucher tout le monde. Exactement. Et tout. Tout le monde a accès. Ouais. Voilà. Tu vois le DG qui discute avec un conseiller. Voilà. Donc, j'ai appris ça là-bas. Ouais. Voilà. Donc, on était d'abord au début d'un petit bureau à Africa Walk, à Makori, en zone 4. Et en entraînant de finir notre siège, donc on a commencé à racheter des véhicules là-bas. Comment vous avez démarré? Combien de véhicules? Avec 70 véhicules rachetés. 70 véhicules rachetés. Voilà. Localement. OK. Voilà. Racheter les véhicules. Voilà. Bien évidemment, il y avait quand même quelques loupés parce qu'on n'était pas professionnels. Oui, c'était les débuts. Voilà. Donc, racheter quelques véhicules, tout et tout. Et en septembre 2022, on lance l'activité. Du 15 septembre 2022 au 30, il n'y a pas de vente. Du 30 septembre 2022. Il n'y a pas de vente. Jusqu'à quand? Du 15 au 30, il n'y a pas de vente. D'accord. Là, je me dis, je suis un vendeur. Je suis le leader de cette entreprise. Alors, je dois réaliser la première vente. Je rentre dans tous les réseaux. C'est-à-dire, les leads que nous avons eus, des personnes qui sont venues regarder, parce que c'était encore nouveau. Ouais. Est-ce qu'il y a eu tu as fait un lancement? Si, il y a eu un lancement. Voilà, il y a eu un lancement. Donc, les clients qui sont venus par curiosité, regarder tout. Il y avait des contacts, on avait pris des contacts. Il a dit, envoyez-moi la liste des contacts. Et moi-même, j'appelle. J'appelle les clients. Les vendeurs. Demande le rendez-vous. Jusqu'à ce que j'ai trouvé 2 personnes très intéressées. Je les fais venir, présente les voitures. Mais entre-temps, puisque j'ai eu le temps de maintenant étudier le domaine, comprendre le domaine, aller me cultiver sur les voitures. Voilà. C'est quoi une berline, c'est quoi un SUV, tout et tout. Voilà. Sauf le volet mécanique. Mais
comprendre, parce qu'il y avait déjà les techniciens qui géraient ça. Donc, comprendre déjà comment vendre un véhicule, avoir les bonnes informations. Et je fais les 2 premières ventes le 1er octobre de l'entreprise. Ouais. Et quand j'ai fait les 2 premières ventes, je crois que c'était un samedi ou un vendredi, quand j'ai fait les 2 premières ventes, et c'est parti jusqu'à présent. Ça ne s'est pas arrêté. On ne s'est plus arrêté. Jusqu'à présent. Jusqu'à De présent. 2022 jusqu'à 2025. On ne sait plus. 3 années d'accélération et tout. Est-ce que tu as des chiffres à partager au niveau de... Un peu confidentiel, mais je vais donner un peu... Bon, l'argent, tu peux laisser. Hein, non, les chiffres, bien, tu vois, les chiffres sont un peu confidentiels, mais je vais essayer de donner un peu... Pour les ventes. Hein. Voilà, pour les ventes, de véhicules, voilà, le nombre de véhicules. Nos voisines, 60-70, souvent plus. Par mois, en moyenne, ouais. Voilà, en moyenne, c'est 60-70 en moyenne. Voilà. Mais on arrive à faire plus par moment. Voilà. Et aujourd'hui, tu as une équipe de combien de personnes qui travaillent avec toi? 57 personnes à date. OK. Voilà. Nous étions, avant mes congés, 52. Il y a eu 5 personnes qui sont rajoutées, donc 57 personnes à date. Y compris les garagistes, hein, Ouais, ceux qui s'occupent de l'entretien et tout ça. Tout le monde, répartis entre plusieurs départements. On parle de véhicules. Il faut rappeler que les véhicules que vous rachetez avec des particuliers ou bien d'autres institutions, il y a un entretien qui est fait avant que la voiture soit mise à la vente. Exactement. Donc, on vérifie l'intérieur, le moteur et tout ça. Comment ça se passe? Voilà, il y a ce qu'on appelle la phase inspection. Voilà, lorsqu'on reçoit le client vendeur, voilà, on a une équipe technique qui prend environ 45 minutes à 1 heure pour expertiser le véhicule point par point. Nous avons 100 points d'inspection, point par point, pour pouvoir déceler les failles, les éventuelles failles sur le véhicule, voilà, si on en a bien évidemment. Et après ce test-là, il y a la décision si on achète. Si on achète ou pas. Voilà. Parce que moi, je peux venir avec une épave, je veux me débarrasser de l'épave. Je vais essayer d'arranger un peu avant de venir vous voir et tout pour dire je veux revendre ma voiture et tout. Ça fait combien? Vous voulez racheter à combien? Mais vous allez vérifier avec ces 100 points d'inspection. 100 points d'inspection. Pour ne pas prendre n'importe quoi. Exactement. En fait. Oui, parce que dans les débuts... il y a des gens qui venaient juste vous voilà, rendre des épaves. Dans les débuts, on n'avait pas l'expérience et c'était... Voilà, on était novices dans le domaine. Donc, du coup, on faisait les checkings par d'autres structures qui étaient externes. Voilà, ce n'était pas très réglo. Voilà, donc, on a eu quelques voitures pas très en bon état qui se sont infiltrées dans nos stocks. Voilà. Et lorsque nous avons eu le matériel approprié, nous avons eu des techniciens chevronnés. Et aujourd'hui, nous avons moins de véhicules qui arrivent à passer entre les émails, quoi. Avec les mailles de filet et tout. Vous avez vraiment renforcé cet aspect de la logistique et de la vérification, exactement. en fait. Et en termes d'objectifs, de vision, parce que là, on est en 2025, on a une prolifération de véhicules de marques chinoises de très bonne qualité qui sont sur le marché. Moi-même, j'ai un véhicule chinois. J'avais un véhicule chinois avant. Je suis à fond et tout. Comment tu observes cette évolution du secteur de l'automobile avec ces marques qui sont de plus en plus présentes? Est-ce qu'il y a un intérêt des Ivoiriens à acheter de plus en plus ce type de véhicule? Alors, j'ai tendance à dire à mes contacts, à mes amis, que moi, je donne tout au plus 15 ans en Côte d'Ivoire. Sinon, dans les 10 années à venir, les véhicules chinois vont inonder la Côte d'Ivoire. Parce que là, il y a une propagande sur les véhicules chinois, mais qui est tout faux. Qui est tout faux. Ils ne sont pas de bonne qualité. Il faudrait quand même être sincère. Lors du lancement des Chinois dans l'automobile, je ne sais pas en quelle année, ce n'était pas fiable. Et aussi, les premiers véhicules chinois en Côte d'Ivoire n'étaient pas vraiment fiables. Voilà. Mais ce sont des personnes qui apprennent rapidement. Ils ont eu le temps de corriger les erreurs. Aujourd'hui, tu vois la qualité des véhicules chinois? Non. Je roule un véhicule chinois. J'ai pris c'est-à-dire, je suis arrivé dans ce domaine-là. Ça fait à peine 3 ans que je suis dans ce domaine. J'ai pris la peine d'étudier les marques. Mais j'ai vu que les autres marques, sans citer de nom, c'est que le nom qu'ils vendent.
Mais les Chinois te vendent la technologie et la qualité. C'est même pour des modèles de base. Pour les modèles Tu as basiques, tout à l'intérieur. Ouais. Tu as du cuir à l'intérieur. Mais pour les autres marques, pour avoir du cuir, ça c'est... payer quand en même option. Voilà, les modèles middle, moins de Ouais. gamme, voilà, pour avoir le cuir. Ouais, ou les modèles full option. Pour les Chinois, tu as 20 millions, tu as une nouvelle voiture. Full option. Full option, comme tu précises. Mais pour avoir une Range Rover ou une Mercedes GLE, il faut compter 50 millions pour avoir un véhicule d'occasion. Ouais. Mais pourquoi dépenser autant d'argent Ouais, pour avoir un ça coûte véhicule cher. d'occasion et défiler toujours chez le garagiste Ouais. et dénigrer celui qui a un joli véhicule tout neuf à 20 millions, voire tout au plus 25 millions, 0 km. Et toi, tu dis qu'il roule un Chinois et les pièces, c'est pas fiable et les pièces ne sont pas On n'arrive pas à disponibles. trouver facilement les Est-ce que pièces. tu as déjà roulé un véhicule chinois, tu as eu un problème et puis il n'y a pas eu de pièces? Est-ce que tu t'es adressé à la bonne personne? Ça, c'est la question. Tu t'adresses aux professionnels comme nous autres, on te trouve des pièces de ton véhicule. Il suffit simplement de commander les pièces. Ouais. Les pièces sont là, les pièces sont disponibles. Et sans faire la pub aussi des autres concessionnaires qui vendent les Chinois, ils ont des pièces disponibles. Ils ont des pièces disponibles. C'est tout comme les autres marques BMW et consorts. Il y a des pièces qui ne sont pas disponibles. Mm. Il y a des gens qui ont garé parce qu'il y a des pièces qui ne sont pas disponibles. Bon, ça, Donc, le marché, il est ouvert. Exactement. Pour ne pas rentrer dans les débats entre occidental et chinois, c'est juste la propagande. J'aimerais m'arrêter là. C'est juste la propagande. Les véhicules chinois, je pense que c'est l'avenir de l'Afrique. Est-ce que tu as observé une évolution dans ton secteur d'activité des métiers? Parce qu'on parle d'employabilité, tu as parlé de garagiste. En général, c'est là où le bas blesse, trouver des techniciens, des garagistes, des mécaniciens compétents qui comprennent le fonctionnement des voitures, qui savent les réparer. Est-ce que tu as remarqué une évolution en termes de technicité de ces profils, de qualité, en termes de réparation et tout? Est-ce que tu sens qu'il y a une évolution, surtout auprès des jeunes Ivoiriens? Est-ce qu'ils aiment ce secteur? Ils aiment le secteur de l'automobile? Et surtout, est-ce qu'ils s'engagent de plus en plus dans les métiers de garagiste, par exemple? D'accord. Non. Parce que ce n'est pas un métier que les Ivoiriens affectionnent. Et c'est dommage. Ben, c'est un peu comme métier dans les BTP, soudeurs, dans les mines et tout ça. C'est dommage. Ouais. Parce que ils voient juste la partie, l'aspect être toujours dans les moteurs. Dans le cambouis et voilà. tout ça. C'est dommage. Parce que ce sont les métiers, les secteurs d'avenir. Mais où il y a un besoin de main-d'œuvre, de qualifier. Besoin de qualifier. Il y a un besoin. Imagine qu'un investisseur crée une école pour former des techniciens. Mais il a tout gagné. Mais je salue quand même, je tire quand même le chapeau de certaines écoles qui arrivent à former. Il y a certaines écoles de garagistes, mais je ne sais pas s'il y a un engouement. Voilà, j'ai collaboré avec une école qui forme des garagistes. Mais il faut plus. Beaucoup plus. Voilà, il faut plus. Il faut que les jeunes s'y intéressent. Exactement. Parce que, comme j'ai dit, c'est un secteur d'avenir. Donc, il faudrait, tout va se jouer sur la compétence. La qualité. La compétence, la qualité de la formation. Aujourd'hui, on a l'avènement de véhicules électriques. Mais imagine, tu as ton véhicule électrique qui est en panne. Tu as qui pour arranger ici en Côte d'Ivoire? Ouais. Donc, voici les secteurs d'avenir. Donc, moi, j'aimerais encourager mes frères ivoiriens, la jeunesse ivoirienne, à s'y intéresser. Est-ce qu'on gagne bien sa vie en tant que garagiste dans ces domaines et tout? Ah, là, tu souris. Je souris. Tu sais pourquoi je souris? J'ai fait un entretien avec 3 garagistes. Prétention salariale entre 900 et 1,5 million. Attends, t'es garagiste? Non, je ne parle pas de mes garagistes. Je dis, j'ai fait des entretiens avec des chefs d'atelier. Des chefs d'atelier. Voilà. Qui voulaient travailler chez moi. Les prétentions salariales, c'était entre 800, 900 jusqu'à 1,5 million. Ah ouais, ça rigole pas, hein? Tu vois? Donc, imagine, mais c'est la compétence. Parce qu'ils ont, comme on dit, ils ont le CV pour. Exactement. Ils ont les compétences. Il n'y a pas assez sur le marché qui connaît. Donc, on se les arrache comme ça. Exactement. Ils savent se vendre. Imagine, tu es un chef d'atelier. Tu t'es formé auprès des grandes écoles. Par exemple, en Chine, tu es allé en Chine, tu as fait des études pour te former.
On va te courir concessions- après. mais les concessionnaires vont se battre pour toi. Mais regarde ici, la jeunesse, on est tous orientés vers des filières comme marketing, management, gestion commerciale, mine géologie, pétrole, BTP. C'est vrai, le BTP, c'est vrai, la Côte d'Ivoire est en train de se développer. Ça aussi, c'est un très bon domaine. Secteur, oui. Un très, très, très bon secteur. Mais tu vois, il y a des secteurs, il n'y a plus rien à gagner là-bas. Où il faut mettre la main à la tâche, où c'est manuel. Mais on a peur du manuel. Mais ça rapporte. Ça rapporte. Tu vois? Donc, je pense que, comme j'ai dit, j'encourage vivement la jeune ivoirienne à s'y intéresser. Dans le secteur de l'automobile et tout ce qu'il y a comme métier autour. Tout ce qu'il y a comme métier autour. Allez là où on a besoin de vous. Exactement, notamment dans l'électrique. On a vu ton parcours, les difficultés que tu as rencontrées dès le départ. C'était pas gagné d'avance. Pas du tout. Et dans ce genre de situation, on peut très vite tomber dans la facilité. On peut très vite se décourager et tout. Si tu, à cet instant précis, tu te retrouvais en face de Aristide, qui a 10 ans, qui est assis à la maison, ce Aristide en face duquel tu serais, qu'est-ce que tu lui dirais à ce petit Aristide qui est à Yopougon en ce moment, qui a 10 ans? Sois juste courageux. Là, le chemin sera long. Le chemin sera long. Sois juste courageux. Tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Aujourd'hui, Aristide, comment se passe, on va terminer par ça, hein. Tu penses que tu es là où il faut en ce moment, tu as ta petite famille, tu es heureux, tu as tes passions et tout ça. Comment tu vois la suite? Je suis entré dans un domaine que je ne connaissais pas. J'ai appris. Je suis tombé amoureux et je suis amoureux de ce domaine-là. La suite pour moi, c'est de me perfectionner, de me faire connaître autant que possible dans ce domaine-là, pour faire partie des figures emblématiques du secteur de l'automobile ivoirien. Ce sont mes ambitions. Je veux apporter un plus dans ce secteur-là. Et je sais que je vais y arriver. J'ai le courage pour. Tu es motivé. J'ai la motivation. J'ai les ambitions nécessaires. Je vais y arriver. Déjà, je suis déjà dans une structure qui a fait ses preuves en moins de 3 ans. Imagine quitter dans un domaine d'école, arriver dans l'automobile et faire ces chiffres-là. Ce n'est pas un hasard. C'est-à-dire, derrière, il y a un travail. Il y a l'apprentissage sérieux qui a été fait. Il y a la rigueur, il y a la passion, il y a l'amour. Donc, je me dis que je vais continuer à apprendre, à bosser dur. Parce que j'ai trouvé dans ce domaine-là des leaders, des dévanciers, des connaisseurs, comme on dit. Et je m'inspire d'eux pour pouvoir aussi être un jour à leur niveau et même les dépasser. Tu as un ou deux modèles dont tu peux donner le nom qui t'inspirent dans ce domaine? Alain Tacrou. On salue Jean Tacrou, qu'on salue, de Sada Motors. Jean Tacrou, c'est un grand frère que j'admire. Lui aussi, il aime la mode. Hein. Oui. C'est un grand frère que j'admire. Ouais. Voilà, Jean Tacrou, je l'admire. Il est passionné par son domaine. Exactement. Lorsque je discutais avec lui dans son bureau, au total, on peut compter 26 ans de carrière. Ouais. Au total, on peut... Voici des personnes inspirantes. Et des champions nationaux aussi. Tu fais partie de ces champions nationaux qui en veulent. Exactement. Aujourd'hui, on veut faire partie de cette nouvelle génération ivoirienne qui apporte une fraîcheur au pays. Parce que là, les concessionnaires, c'est bien, mais je rêve de voir autant pour moi des concessionnaires ivoiriens. Oui. Je rêve de ça, de voir des concessionnaires ivoiriens. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Je rêve de voir des concessionnaires ivoiriens. Mais je sais que ça va venir. Est-ce que ça, tu ne penses pas que ça passe aussi par le fait, à un moment donné aussi, pour nous-mêmes, Ivoiriens,
économie ivoirienne de concevoir, de monter des véhicules sur place. Est-ce que tu penses que c'est la prochaine étape aussi? Exactement. Le transfert de compétences, par exemple de la Chine, pourquoi pas, Oui. pour pouvoir avoir des usines d'assemblage de véhicules. Je pense En que le Côte d'Ivoire. Ghana le fait. Oui. Le Ghana le fait. Même en Afrique du Sud aussi. Oui, mais pourquoi pas la Côte d'Ivoire? Il faut simplement investir dans ce domaine-là. Il faut simplement investir dans l'éducation, La formation. la formation. Envoyer des étudiants en Chine, Oui. en Europe, aller se faire former et revenir au pays et créer des marques typiquement ivoiriennes. C'est possible. Oui. Quand tu vois la Chine dans les années 80, ils étaient rien. Mais aujourd'hui, regarde le niveau qu'ils ont atteint. C'est juste par le travail. Et nous, Africains, on peut le faire. On a juste besoin d'avoir du soutien. Oui. Du soutien. Et de bosser, De pousser. d'être concentré. Exactement. On a juste... C'est ça, c'est cette soif-là qui manque aux Africains. Le travail acharné. De mettre croix sur la facilité. Mm. De se dire qu'on peut tout avoir en un clic. Non. De travailler. Et je sais qu'on va y arriver. Il y aura des marques ivoiriennes. Je sais, je suis trop optimiste. En tout cas, je suis certaine qu'à un moment donné, dans quelques années, tu vas certainement venir en reparler. On va parler de ces marques ivoiriennes qui se sont lancées, qui font des assemblages de véhicules en Côte d'Ivoire et tout. Parce qu'à un moment donné, c'est à cette étape qu'il faut arriver. J'ai suivi un reportage, je crois, sur la RTI. Un jeune Ivoirien Oui, à INPHB, à INPHB, oui. qui a créé un véhicule. Ouais. Ça a encouragé. Mais après, Il faut passer à l'échelle. voilà, où est passée la communication autour de ce jeune-là? Une fois au passage, c'est fini. Il est oublié. Ouais. Mais ce genre de compétences, il faudrait investir dans ce genre de compétences. Il faudrait avoir plusieurs comme ça, afin aussi d'avoir un jour une marque ivoirienne qui arrive quand même à exporter des véhicules. à exporter. Ouais. Mais on va y arriver. On va y arriver. On va parce y que arriver. la connaissance n'est pas que pour les Chinois, les Européens. La connaissance n'est pas que pour eux. La connaissance, elle est universelle à celui qui veut aller la chercher. Ouais. Voilà. Tu avais des choses à dire? Tu penses que tu les as toutes dites? Bon, tu n'as pas donné les chiffres. Hein. On va les chercher. Là, j'ai eu quelques chiffres. Tu penses que tu as parcouru et tu as permis à mes abonnés de découvrir un peu plus ce secteur, oui, et de te découvrir aussi, d'une certaine manière. Si tu avais un tout dernier mot et on conclut par ce mot pour ce jeune homme, cette jeune femme qui a envie d'y croire, qui est peut-être dans une période un peu compliquée, qui n'a pas de visibilité et tout, vu de là où tu as démarré, d'où tu viens, qu'est-ce que tu pourrais lui dire pour terminer? J'ai déjà entendu le slogan « Le rêve américain ». Je dis que ça ne concerne que les Américains. Moi, je dis, je vis le rêve ivoirien. Et le rêve ivoirien, il existe. À qui veut l'obtenir? Par le travail. Je vous invite à rêver grand. Rêver, ce n'est pas de la plaisanterie. Parce que tout part d'un rêve. Le rêve, c'est la conception. Et maintenant, il faut maintenant réaliser l'aboutissement. Rêvez grand. Formez-vous. Travaillez. Prenez de la peine. Soyez honnête. Pas facile, hein? Si, c'est pas facile, mais on peut y arriver. Parce qu'à un moment donné, dans mon parcours, j'ai eu des propositions indécentes. J'imagine. Mais la facilité n'a jamais été une option pour moi. Parce que, comme j'ai dit, il faut croire en ses rêves. Il faut croire en ses capacités. Et il faut s'attacher à quelque chose. Si tu es chrétien, à ton Dieu. Tu es musulman, c'est pareil à ton Dieu. Il faut croire en quelque chose aussi qui va te booster, qui va te donner cette foi. La foi, c'est ce qu'on ne voit pas. Mais tu sais que ça va forcément se matérialiser. Donc, le rêve ivoirien, il existe. Croyez en vous, formez-vous et soyez honnête. Le rêve ivoirien, il existe. Et ça me rappelle, lorsque je recevais une des invitées de la première saison, Anaïs Eua, que je salue,
et dont j'ai intitulé le titre de son épisode, hein, Le rêve ivoirien, parce que elle a décidé, elle et son mari, de venir vivre, de quitter la France, de tout vendre, de vendre leur maison et tout, avec leurs enfants, pour venir vivre le rêve ivoirien. Ils sont ivoiriens d'origine, et ils n'avaient, en tout cas pour elle n'avait jamais mis les pieds en Côte d'Ivoire. Et ils ont tout laissé. Ils ont eu un appel spirituel pour venir vivre le rêve ivoirien. Et je pense qu'ils sont en train de le vivre. Son mari, il est fermier. Et il est éleveur de poulets, footballeur à la base. Mais il s'épanouit dans ce domaine. Elle également dans le conseil en images et tout ça. Donc le rêve ivoirien, il est possible. Ouais. Ça peut prendre du temps. Mais ça passe par le travail, comme tu l'as dit. Et je vous incite à travailler, à prendre la patience, à être patient. Rien ne se bâtit en un jour, parce qu'en général, quand ça se bâtit trop vite, ça s'écroule aussi très vite. Et j'ai été très heureuse d'avoir cet entretien, cet échange, cette discussion avec Aristide Vanga. J'espère que vous avez apprécié, que vous avez tiré certaines leçons. N'hésitez surtout pas à laisser vos commentaires juste en bas de la vidéo, à interagir, à partager cet épisode autour de vous. Et également, n'oubliez surtout pas, c'est très important de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucun des prochains épisodes. D'ici là, je vous donne rendez-vous avec une ou un prochain invité. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.